Bonjour à tous, c'est Pika pour vous présenter Souls Rider, un jeu de Marc-André dans un univers fantasy créé par ses soins. C'est un Kickstarter qui a été validé il y a quelques années, qui a été réussi il y a quelques années et qui est enfin arrivé chez moi, l'édition Grimoire. Je vais vous présenter tout ça en détail. C'est un jeu d'aventure-exploration, d'exploration-aventure même plutôt, dynamique, avec des mécaniques simples et une grosse importance sur le storytelling et sur le côté die and retry. Il se veut exigeant, il se veut rapide et c'est un jeu de coopération annoncé pour une trentaine d'heures d'aventure. Je vous présente ça tout de suite, on se retrouve dans un instant. Alors l'édition Grimoire de Kickstarter, hop, une très très belle édition, hein. Vraiment une belle boîte de jeu bien pensée, c'est vraiment très joli, c'est vraiment très agréable, c'est bien rangé dedans. Hop, on a évidemment les règles du jeu qui sont relativement simples, c'est principalement de la description des faits, c'est un jeu narratif. Je vous expliquerai ça pendant les règles. Un plateau de jeu, alors vous verrez pendant les règles, mais c'est assez unique. Donc ça, c'est le plateau de jeu, vous voyez, il n'y a pas de carte, il n'y a rien. Je vous expliquerai comment ça marche, mais c'est vraiment très très intéressant. Double layer, évidemment, très joli. Et ensuite, on a ces petits rangements, donc c'est très bien fait, des plateaux des joueurs. Voilà, donc évidemment, il y a plusieurs personnages. Le jeu d'aventure. Le carnet de campagne, voilà, qui permet de sauvegarder la partie. Et ensuite, nous avons plein de matériel, donc des cartes, des petits jetons, rien de bien particulier. Je vais éviter de vous spoiler ce qui se passe dans l'histoire. Et nous avons des decks. Voilà, donc il y a différents types d'objets, différents types de quêtes. Évidemment, c'est avec des paquets scellés, etc. Ça reste un jeu narratif. Et nous avons les decks de joueurs. Chaque personnage a son propre deck. D'accord, il y a 6 personnages au total. Ça change quelques détails. Après, c'est pas aussi flagrant, par exemple, que dans un Tainted Grail ou un jeu narratif plus lourd. Là, les modifications sont assez mineures. Par contre, c'est pas la même manière de jeu. Donc ça, vous verrez pendant que je vous expliquerai les règles. Voilà. Nous avons toutes ces petites boîtes qui sont faites en carton, texture et cuir. Vraiment, on dirait du cuir. On sent que c'est du carton, mais c'est vraiment bien fait, c'est fini. J'aime bien. C'est vraiment très très joli. Nous avons ici, hop, les figurines. Voilà, avec ces 3 types de couleurs. Donc vous avez les figurines des personnages classiques. Vous avez les figurines transparentes pour quand les personnages sont invisibles, d'accord? Vous avez les figurines violettes pour quand les clones, les personnages créent des clones. Donc vous verrez, il y a des moments, certains personnages peuvent créer des clones. Et vous avez les figurines de portail. Voilà, et sous Ethic Kickstarter, il y avait une figurine qui était cassée. Voilà, je mettrai un petit point de colle, c'est pas bien grave, ça arrive. Mais dans l'ensemble, les figurines sont de très belle qualité, hein. C'est vraiment ça donne envie de les peindre, vraiment. Voilà. Hop. C'est pas un gros jeu comme un Tainted Grail ou un 7e continent ou un Horizon, des trucs comme ça. Mais les figurines sont quand même très très agréables à voir sur la table. Et ensuite nous avons, donc ça c'est juste du rangement, des petits jetons, etc. Classique dans un jeu de société. Et les paquets scellés, que je ne vais pas vous ouvrir pour pas vous spoiler. Mais donc du coup il va y avoir toutes les cartes, les lieux, les histoires qui sont liées au chapitre qu'on va pouvoir jouer. Donc il y en a 3, dans 3 lieux différents. Et vous avez un petit chapitre prologue qui en fait fait office de tutoriel. Donc c'est là-dessus que je vais vous montrer les règles du jeu. Comme ça, il n'y aura pas de spoil. Ça c'est vraiment le tutoriel. Voilà. Celui-là, je l'ai fini. Je l'ai gagné. Ça, pas encore. Voilà. Je vous rejoins tout de suite dans quelques secondes, le temps de préparer un plateau de jeu qui ressemble à quelque chose, et je vous explique comment on joue à Souls Rider. Comment joue-t-on à Souls Rider? Eh bien en fait c'est relativement simple. Déjà première chose à savoir, il n'y a pas de tour de jeu. Chaque joueur joue de son côté, et chaque action va avoir des conséquences qui vont être jouées en simultané. D'accord? Donc il va y avoir des moments où évidemment il va falloir temporaliser les étapes pour si 2 joueurs font une action à conséquence en même temps, par exemple. Mais chaque action va entraîner des conséquences et chaque conséquence va impacter tous les joueurs qui peuvent être concernés par cette conséquence. C'est très très fluide, très très dynamique. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Chaque chapitre, donc moi je vais vous montrer le prologue pour qu'il n'y ait pas de spoil. En fait, vous allez avoir des feuilles comme ça qui vous expliquent la mise en place, tout simplement, comme dans tout jeu narratif. L'explication de où vous en êtes, pourquoi, etc. Qu'est-ce qui se passe, le début.
Les conditions de victoire, donc il faut savoir que les étoiles rouges, c'est les conditions obligatoires. Les étoiles argentées, c'est les conditions secondaires. On peut arrêter la partie n'importe quand dès qu'on a toutes ces conditions-là. Sinon, on peut continuer à essayer de chercher celle-là. D'accord. Plus il y a de joueurs, évidemment, plus les victoires demandent de conditions. Plus il vous faut d'étoiles. Et ensuite de ça, vous avez des cartes lieux. Voilà. Donc des cartes lieux, ça se présente comme ça. Il y a deux faces, d'accord. Donc on commence toujours par la face A quand on découvre le lieu. Et après, divers événements vont nous faire accéder à la face B. C'est grosso modo les ennemis qui sont en train de remarquer qu'il se passe quelque chose, un éboulement, une trappe qui s'ouvre, un cadavre fouillé, etc. Tout ce qui peut modifier le lieu, ça va être derrière. Tous les lieux ont une face B. Voilà. Vous avez des actions qui se passent à chaque fois qu'un joueur rentre dans le lieu, avec certaines conditions. Quand c'est bleu, quand c'est rouge, etc., ça change des détails. Mais voilà, là, les mécaniques sont là. Ça, c'est ce qui se passe à chaque fois que les ennemis vont réagir. Et ça, c'est des actions qui sont réalisables. Voilà, donc des actions de déplacement où on peut être poursuivi. Des actions où on peut être poursuivi, des actions où on ne peut pas être poursuivi. Et puis des actions contextuelles qui dépendent du lieu. Voilà. Chose importante à noter, ce n'est pas une carte. On n'est pas dans Tainted Grail ou dans le 7e continent. Les cartes ne sont pas conjointes. D'accord? Si je vous montre ces deux-là, vous voyez, là, on peut aller au lieu 2. Le lieu 2, il est ici. Vous voyez? Mais il n'y a pas de... On ne peut pas les mettre côte à côte. C'est pas fait pour ça. C'est vraiment un jeu narratif comme si on lisait un livre. On avance dans les étapes. Voilà. Donc chaque joueur possède un plateau de jeu et un deck. Il n'y a rien d'autre. Quelques petites compétences particulières pour différencier les personnages. Et voilà. Les decks se composent de cartes relativement simples, comme celle-ci. Des cartes attaque, des cartes déplacement et des cartes pouvoir. Vous voyez. Donc là, c'est Maiden. Maiden, elle est très... Maider, excusez-moi. Très orientée action. Donc elle va avoir beaucoup de cartes vertes et rouges. Par exemple, si je prends Adonis, lui, il a beaucoup plus de cartes pouvoir. D'accord? Donc, ça va dépendre du style de jeu, etc. Et ici, vous avez le plateau de jeu principal. Autour, c'est la barre de vie du groupe. D'accord? Il n'y a pas de barre de vie personnelle. C'est le groupe qui gagne ou qui perd. D'accord? Ici, vous avez la barre de menace et là, la barre d'action. Comment ça fonctionne? Et c'est là, je pense, le gros point fort de jeu, la grosse originalité. C'est qu'en fait, le jeu va simuler le stress, la fatigue et les blessures du groupe pendant qu'il va avancer dans l'aventure. Du coup, il y a un timer par défaut sur le jeu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas durer éternellement. On ne peut pas s'amuser à tourner en rond dans les pièces. On va forcément finir par arriver à court de vitalité, d'un coup on va être fatigué, on va être blessé, on va être trop stressé pour continuer, etc. Comment ça fonctionne? En fait, cette barre de vie là, elle ne s'arrête pas à 0. Quand elle arrive à 0, on repart à 30, d'accord? Et on va descendre ça. Ce petit cube qui représente les actions. Quand le cube arrive là, on finit et il se passe ce qui se passe. Soit on a les conditions de victoire et on a gagné, soit on n'a pas les conditions de victoire et on a perdu. D'accord? Les chiffres que vous voyez, c'est le nombre de cartes qu'on va piocher par tour. Du coup, au début on commence, nos persos sont fringants, pètent la forme, ils viennent de dormir, ils ont mangé, on pioche 4 cartes par tour. Donc on a plein d'actions. Plus la partie va avancer, moins on va avoir d'actions. Donc moins on aura de possibilités par tour d'avancer. Donc plus la partie va durer, plus elle sera difficile. En plus de ça, il y a une barre de menace, d'accord? Pareil, si elle arrive là, fin de la partie. On gagne, on perd, en fonction d'où on en est. Par contre, en fonction de la couleur de la barre de menace, chaque tour va nous impacter de plus en plus. Le numéro qui est là, c'est en fait le nombre de fois que toutes ces actions vont se passer quand le jeu va avancer. Donc, perte de vitalité par défaut, donc ça veut dire que là, par défaut, à chaque fois qu'on a fini de jouer, donc on n'a plus de cartes en main, le groupe perd 2 de vitalité, par défaut. À la fin, c'est 4. Donc ça peut aller très très vite, sachant qu'il y a plein de moyens de perdre de la vitalité dans le jeu. Vous avez aussi tout le rip-hop des monstres, etc., qui va être géré par cette menace-là. Donc plus le jeu avance, moins on a d'action, et plus les ennemis vont être violents, parce qu'ils vont réagir au fait qu'il y ait des intrus qui sont en train de mettre le bazar dans leur plan. D'accord? Toutes ces histoires que je vous raconte, elles vont être gérées par les lieux qui sont là,
des cartes qui racontent des histoires. Donc ça, c'est en fait, il y a des actions contextuelles qui vont vous faire avancer dans l'histoire, un peu comme un livre dont on est le héros. Vous voyez, cette carte-là, par exemple, elle me permet de prendre cette carte. Cette action-là me permet de prendre cette carte-là et de résoudre ce qui se passe dessus. Il y a des bonnes actions, il y a des mauvaises actions. Voilà. Une fois que c'est résolu, la partie continue. C'est vraiment ultra fluide, ultra dynamique. En fait, chaque joueur a une main. Donc là, vous voyez, j'ai mes deux personnages qui sont dans le lieu 1 et chacun a une main. Chaque carte a un type d'action, une valeur de puissance et un bonus d'action liée. Ça veut dire que n'importe quelle carte peut être utilisée pour résoudre n'importe quelle action. Il n'y a pas d'aléatoire dans le jeu. Le seul aléatoire, c'est la pioche des cartes et la pioche des monstres aléatoires, qui vont pop à chaque tour. D'accord? Donc, chaque action peut être résolue par n'importe quelle carte. On va prendre comme exemple cette action-là. Vous voyez, hop, il y a écrit « Jeter un coup d'œil rapide par la porte de gauche ». Ça coûte 3 d'actions et ça permet de débloquer la carte 1. D'accord? Ce 3 d'actions, je peux le résoudre avec n'importe quel chiffre. Vous voyez, 3, 2, bah celle-là, elle suffira pas, mais je peux mettre 2 cartes, par exemple. Je pourrais mettre 2 cartes de 2. Ça permettra de résoudre l'action. C'est valable pour toutes les actions du jeu. Certaines actions, le déplacement et le combat, qui sont des actions spéciales, peuvent avoir des bonus. Si j'utilise une carte combat pour une action de combat, je vais avoir le bonus de 3 de base, plus celui-là, plus 1 par carte action. C'est-à-dire que si je joue celle-là et celle-là, j'aurai 7 de base, et comme j'ai 2 cartes action, j'aurai 9. Ce bonus-là ne s'appliquera pas, parce que ça, c'est une carte déplacement. Donc pour un combat, le bonus ne s'applique pas. Si par contre, je prends ces 2 cartes et que je fais une action de déplacement, j'aurai 7 plus 3, 10. Voilà. Et si je fais toute autre action, j'aurai que 7. Petite subtilité, les compétences des personnages donnent des bonus en fonction du symbole. Là, c'est une carte avec l'œil, une carte furtivité. Maider a plus 1, donc si je joue cette carte-là, j'aurai que 2, mais comme elle a plus 1, ça passe à 3, ça résout quand même l'action. Voilà. Ça, c'est la mécanique cœur du jeu. Tout se passe comme ça. Vous allez passer toute votre partie à dire « Moi, je fais ça, je vais là, je joue telle carte, etc. » Les cartes pouvoir, elles peuvent aussi être jouées pour leur pouvoir, et évidemment, vous les défaussez quand vous les avez jouées. C'est un choix constant. Quand vous n'avez plus de cartes, ou que vous avez décidé de plus jouer, ça c'est possible aussi, vous arrêtez de jouer. Quand tout le monde a fini de jouer, on fait un tour de jeu complet des adversaires, et on repioche des cartes en fonction de votre état de fatigue. C'est aussi simple que ça. Le but étant d'arriver à la fin du jeu. Si vous perdez, vous recommencez au début du scénario dans l'état où vous étiez au début du scénario. D'accord? C'est vraiment comme un roguelike. Ça, on recommence à 0. Il y a 3 chapitres, 3 points de sauvegarde, etc. Le tour de l'IA va dépendre énormément de l'état du plateau. Ça veut dire que, en fonction des lieux, des personnages... Alors les lieux où il n'y a personne, on les active jamais. Ils ne s'activent que quand il y a des joueurs dessus. À chaque fois qu'un personnage va aller sur un lieu, tout ce qui est en haut va s'activer. Ça peut être apparition de monstres, ça peut être des embuscades, ça peut être des événements, si c'est la première fois, etc., etc. Il y a plein de choses. Vous imaginez, c'est un jeu narratif. Et ce qui est en bas, ça s'active à la fin de chaque tour. Donc vous voyez, ce lieu-là, par exemple, il ne se passe rien à la fin du tour. Voilà. Par contre, celui-là, il y a un monstre qui apparaît. Je prends une carte monstre et je la joue. Hop, et elle est pour Adonis, pour le coup, parce qu'il est tout seul. Si j'avais les 2 joueurs, ça allait à celui qu'on veut. C'est les joueurs qui décident de tout, quand il y a un choix. Comment on bat un monstre? Eh bien, c'est extrêmement simple. Vous avez ici une valeur de bouclier. C'est un bouclier, un point de vie. Vous prenez vos cartes. Si vous arrivez à obtenir une valeur plus grande ou égale au bouclier, vous cassez le bouclier. Là, Adonis est avec ce monstre. Je joue cette carte-là, qui me fait 3 plus 2 parce que c'est une action de combat, donc 5. C'est plus grand, il perd son bouclier. Comme il n'a qu'un seul bouclier, il meurt. Il n'y a pas de point d'expérience dans le jeu. Je vous expliquerai après. Il y a des monstres qui sont un petit peu plus énervés. On va prendre celui-là, par exemple. Celui-là, il a 2 boucliers. Ça veut dire qu'en fait, il faut arriver à le frapper 2 fois. Première fois, il faut le frapper au moins à 5. Deuxième fois, il faut le frapper au moins à 4. D'accord? Celui-là va rapporter un jeton héroïque. Les jetons héroïques permettent d'acheter des cartes.
Je vous expliquerai juste après. En haut, c'est différents passifs. Vous allez avoir les mobs qui vont attirer les ennemis, donc c'est-à-dire qu'on les adversaires. Donc on ne peut pas taper les petits mobs tant que les gros n'ont pas été tués. Vous allez en avoir qui vont faire plus de dégâts, etc., etc., etc. Le nombre de dégâts infligés, c'est la somme de toutes les valeurs qui sont là. De tous les mobs qui sont liés aux joueurs. Ça peut descendre très très vite. Vraiment très très vite. Vous voyez, il fait 9 déjà de base. Donc ça peut aller très très vite. Voilà. Ensuite, les points héroïques, on en a un paquet. Quand on en a plusieurs, on peut faire des actions avec. Ça peut être dépensé pour augmenter ou descendre sur certaines actions qui vont demander des points héroïques en coût en plus. Ça peut aussi permettre d'acheter des cartes. Vous avez dans chaque deck des cartes héroïques qui sont comme ceci. Vous voyez, elles sont dorées et elles sont plus puissantes que les cartes du deck. Il n'y a pas de choix, c'est-à-dire que vous achetez tout le temps la première, celle-là, puis la deuxième, etc., etc. Chaque carte coûte 3 points et se rajoute au deck. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas tout ça. Un système assez léger d'évolution de personnage. Le ressenti dans le prologue est assez modéré. C'est des cartes qui sont très très puissantes, mais comme on ne les a pas tout le temps en main, vu que le deck s'allonge, en fait, ça se lisse. Voilà. C'est à peu près tout pour les mécaniques. On va jouer, l'ennemi va jouer, on va jouer, l'ennemi va jouer, jusqu'à ce qu'il y ait un perdant. Quand on arrive là, nous on perd. Quand on arrive à la dernière, au dernier objectif et qu'on a fait tout ce qu'on voulait faire, on gagne la partie. Bon. Il n'y a pas beaucoup d'autres mécaniques. Après, ça va être des mécaniques de détail sur tels effets, etc. Comme dans tout jeu narratif, tout se joue sur les cartes. En fait, c'est là qu'est la profondeur du jeu. Mécaniquement parlant, il n'y a rien d'autre. C'est vraiment un jeu qui est très très fluide. Je tiens quand même à repréciser qu'il n'y a pas de tour de joueur. Ça veut dire que Meider et Adonis peuvent jouer en simultané. Adonis peut très bien décider d'aller voir la pioche 4 et de faire le jeu de son côté pendant que Meider, elle, part sur une autre carte. C'est tout à fait possible. Ou alors, ils peuvent se mettre ensemble pour affronter des monstres, etc. Il y a toute une mécanique où on peut aider un allié qui est entouré par plein de monstres, parce qu'en fait les monstres pop très très vite, on a très vite 4, 5, 6, 7 monstres. Le boss du prologue, il en fait 4 ou 5 par tour, c'est vraiment impressionnant. Du coup, on peut aider les alliés qui sont engagés au combat, et qui du coup ont des difficultés à fuir. Mais on n'est pas obligé, on fait vraiment comme on veut, c'est un pur jeu de coopération. Tout le monde perd, tout le monde gagne en même temps. Mais il n'y a pas de limite en termes de temps, de tours, etc. A noter aussi que comme on ne peut pas, on n'a pas de point de vie, etc., un personnage ne peut pas mourir. C'est le jeu, enfin c'est le jeu qui est perdu ou qui est gagné. Il n'y a pas de, bah, mon personnage est mort, j'attends que vous finissiez la quête. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser. C'est un jeu qui est très très intéressant. Pour moi qui adore les jeux narratifs, j'en ai un paquet à la maison. Il est très léger et modéré pour initier des gens au jeu narratif. Je pense que c'est très intéressant. On sent énormément l'inspiration livre dont on est le héros. C'est vraiment, on sent que ça. On est tout le temps en train de lire, tout le temps en train de chercher un petit détail, de se dire ah mais attendez, je me rappelle la dernière fois j'ai regardé par là et en fait il y a un piège derrière et on se fait avoir. Donc je vais pas le refaire cette fois-ci, je vais tenter une autre approche. Cette mécanique de groupe est extrêmement intéressante parce que du coup on est poussé à la coopération. Et il n'y a pas trop d'effet alpha. Vous savez, ce joueur qui prend les décisions pour tout le monde et qui dit toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Il n'y a pas, vu qu'il n'y a pas de notion de tour, etc., on peut faire ce qu'on veut. Vraiment ce qu'on veut. Donc ça c'est extrêmement intéressant. J'adore la manière dont il représente la fatigue du groupe. C'est quelque chose qui me manque en général dans les jeux narratifs. C'est-à-dire qu'on a l'impression que nos personnages sont des surhumains. Donc il y a des mécaniques à la Telltale Grail, des mécaniques plutôt lourdes qui permettent de freiner ce côté-là. Je trouve que sous Raider, ils ont trouvé un système qui est vraiment fluide et très léger pour représenter une fatigue et un stress qui est vraiment omniprésent. Il y a vraiment un moment dans la partie où on va être comme ça, voilà, donc l'alerte quasiment au maximum, etc. Et on va compter nos actions. On va se dire, vraiment, est-ce que vraiment j'ouvre cette porte
Le mec nous a dit d'aller à la tour, la porte elle mène à la cave, peut-être qu'il y a un item dedans, mais est-ce que vraiment on a le temps? Est-ce que vraiment les ennemis qui nous courent après vont pas nous rattraper au prochain tour? Etc. 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 C'est vraiment très bien fait, avec un matériel très limité. Alors il y a 800 cartes, c'est que des cartes ce jeu, c'est pour ça que le côté livre dont on est le héros est très présent. Mais par contre, à jouer, c'est ultra fluide. On n'est pas tout le temps en train d'aller chercher quelque chose dans la boîte, on n'est pas tout le temps en train de chercher de nouveaux jetons, etc. C'est vraiment ultra fluide. Quand on va avoir des blessures, ça va apparaître ici. Ça fait qu'à chaque tour, on va perdre plus de vitalité. Quand on est empoisonné, c'est pareil, etc., etc., etc. Donc non, vraiment très très intéressant. J'invite tous les adeptes du jeu narratif à essayer Souls Rider. C'est vraiment un bon jeu. Et tous ceux qui ne connaissent pas les jeux narratifs, commencez par un jeu comme celui-là, qui est beaucoup plus accessible que beaucoup de jeux narratifs. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé, c'est très intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se retrouve, du coup, pour ma part, le mois prochain, sur un nouveau jeu. Ce sera aussi un Kickstarter, qui est arrivé hier. Et pour la cooldown, vous retrouverez prochainement la vidéo de Dalziel sur un sujet qui n'a pas encore été révélé. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.